D'abord, ils se multiplient dans nos fils d'actu. Des chocolats Dubaï. Chocolat de Dubaï. Tasty Crusty. Ils sont nouveaux, colorés, bon marché, généreux ou gourmands. Ça va tellement vite aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ube latte. Aperol Spritz. Et Aperol Spritz. Rapidement, ces nouveaux produits gagnent nos terrasses, nos fast-foods, nos restos ou nos supermarchés. Mais derrière, loin des regards, ces tendances transforment des territoires entiers, parfois pour le pire. On a une demande qui explose pour un produit qui n'était produit que sur une petite partie de la planète. Bienvenue dans la face cachée des trend food. Probiert auf jeden Fall aus. Es hat halt schon eine extrem schöne Farbe. Le croc de Tolar. Dans ces vidéos de gâteaux, de glaces, de boissons froides ou chaudes, partout cette même couleur violette. Alors je n'en avais jamais entendu parler, mais ce produit est au cœur de nombreuses vidéos virales et a fait son apparition dans des cafés, des restos et des pâtisseries aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. Certains le surnomment même le nouveau matcha, en référence au thé vert qui s'est largement développé en France depuis quelques années. Le matcha, c'est déjà terminé. Apparemment, il a un cousin plus grand, plus sexy et beaucoup plus riche qui a investi dans la crypto en 2016. Ça s'appelle le Ube latte. Le produit violet derrière cette tendance, c'est l'Ube, et le produit phare, c'est l'Ube latte. Alors là, je l'ai payé 6 €, mais on peut le trouver entre 3,50 et 6,50. Pour Toscane et Lucas, du compte The Way We Want, Eh ma vie. Quoi? Tu veux manger quoi ce midi? l'Ube coche plusieurs cases des codes des réseaux sociaux. Dès que ça a de la couleur, le UB c'est violet. Dès que c'est sexy, Dès que c'est sexy, on peut être sûr que ça peut faire une trend sur TikTok, ça va tellement vite aujourd'hui. Ça a fortement diffusé et maintenant on se retrouve à une situation où les grandes marques, y compris Starbucks, sont intégrées dans leur offre commerciale et on a une demande qui explose pour un produit qui n'était produit que sur une petite partie de la planète. En cherchant d'où venait ce produit, on s'est rendu compte que comme plusieurs autres tendances, il cachait des effets peu visibles pour nous d'accord, mais bien réels à l'autre bout de la chaîne. À la base, l'Ube, il est traditionnellement utilisé dans certains pays d'Asie et notamment aux Philippines. Ici dans la province de Benguet, alors que la saison des pluies perturbe la connexion, on a réussi à joindre Madeleine qui cultive de l'Ube depuis plusieurs années. I can show the ube look like. Yeah, this is already maybe 1 kilo more than 1 kilo. It's really tall, maybe it's 6 feet. Yeah, it's really tall. En fait, l'Ube, aussi prononcé ubi, c'est l'une des nombreuses sortes d'igname, des légumes racines qui poussent sous terre. Il faut l'ouvrir pour retrouver la couleur violette caractéristique. Aux Philippines, c'est un ingrédient de base utilisé depuis très longtemps. When we lack of rice, we eat ube instead. We only eat for halaya or something. I just so cheap. C'est d'ailleurs les diasporas philippines, notamment aux États-Unis, qui auraient contribué à diffuser petit à petit des produits à base d'Ube avant que la tendance s'accélère. Now, entire the world, they are looking for ube, so we are really happy. It really help our farmers, especially our finances, because the price is going up and up. Before, we still only maybe 20 pesos in the Philippine money, but now they take it 100 plus, maybe 120, 150, 180, something like that. So we are really looking for ube. We are really planting more. Mais là, on s'est rendu compte d'un premier effet très concret. Quand on plonge dans les données, on constate en effet que les Philippines exportent désormais vers les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni et d'autres pays. En fait, les prix plus élevés à l'export peuvent inciter les producteurs à vendre désormais à l'étranger plutôt que sur le marché local. Le phénomène est vraiment récent, il est peu documenté, mais les effets, ça peut être une tension sur le marché local et du coup pour les consommateurs philippins, un coût plus élevé d'accès à leur alimentation. Le gouvernement explique aussi que la hausse des prix de vente peut inciter de nouveaux agriculteurs à se tourner vers l'Ube alors qu'ils produisaient avant d'autres aliments pour le marché philippin. Et puis il y a un deuxième effet dans le pays qui crée un important paradoxe. Alors que la demande mondiale d'Ube augmente, la quantité produite aux Philippines diminue. Regardez, entre 2021 et 2025, on passe de 14 000 tonnes produites à environ 12 400. En fait, la trend a son rythme, rapide, massif, celui des algorithmes, des partages, des pubs ciblées, une vitesse qu'on peut retrouver par exemple dans l'évolution des recherches Google pour Ube latte dans le monde, mais aussi en France. Ce qui est très particulier avec les réseaux sociaux, c'est que ces dynamiques-là sont beaucoup plus vite. Mais derrière, l'offre pour s'adapter, c'est pas forcément les mêmes rythmes. Donc certains produits, c'est quelques mois, quelques années. L'Ube déjà, c'est une tubercule qui met du temps à pousser, jusqu'à 11 mois environ. Sa production est sensible à plusieurs catastrophes toujours plus importantes avec le réchauffement climatique. Et jusqu'ici, aux Philippines, l'Ube est surtout cultivé sur de petites parcelles traditionnelles. We have to continue because if we don't provide ube, the consumer or the other big companies will find another company to buy ube. It will affect our finances, our living.
Before we only plant April, May, but now people try to plant in many months. We're gonna put some fertilizer. We're gonna take care. Yeah, the ubi will gonna be great. The only problem is where we gonna take the seeds, the planting material. Les producteurs philippins en majorité sont des producteurs familiaux qui ne peuvent pas d'une année à l'autre fortement augmenter leur production de ub, même si les prix sont plus élevés. Face à ces difficultés, le gouvernement philippin affirme un soutien visant à stabiliser et à accroître la production, en mettant en place plusieurs leviers. La distribution de plants, la formation des agriculteurs, des programmes de mise en relation avec des marchés ou encore l'amélioration de techniques agricoles. Mais en fait, on s'est rendu compte que les producteurs philippins avec des cultures de petite taille ne sont pas les seuls à s'intéresser à ce marché. Donc les producteurs, si on s'attend à ce qu'ils répondent vite, soit ils arrivent rapidement d'augmenter leur surface, soit ils sont en capacité rapidement d'intensifier, de mettre plus de produits chimiques. Et en fait, ces deux leviers-là nécessitent des investissements et dans la plupart des cas, ils sont pas en capacité de le faire. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est cette opportunité économique avec des prix boostés vers le haut est captée par un secteur d'agriculture et de transformation des industriels qui sont déjà opérants, qui sont en capacité de prendre un risque, parce qu'il y a quand même un risque de possibilité qu'on arrive à une surproduction ou on arrive à une lassitude des consommateurs et que derrière, cet investissement soit perdu. Alors vous allez peut-être nous dire, l'UB c'est sympa, mais ça reste quand même une tendance de niche. Qu'est-ce qui se passe avec des phénomènes bien plus massifs? Depuis 2024, impossible d'échapper à la pistache. Dubai Chocolate, c'est rien de plus sexy pour le Dubai coup. Chocolate, ça a fait exploser la pistache. Enfin, c'est que du visuel avec l'intérieur du chocolat, avec la pistache, etc. Oh, c'est dingue. Meilleur chocolat que j'ai jamais mangé. De nombreuses marques s'y mettent. Et on retrouve même la pistache dans des glaces, des pizzas, des pâtes à tartiner, mais aussi la mode ou la parfumerie. Bref, la pistache est partout. En un an, le prix mondial des pistaches utilisés dans ces produits a augmenté d'environ 30%. Et les importations mondiales de pistaches ont augmenté de 60% entre 2022 et 2024. Le secteur craint de plus en plus une pénurie. Avant les réseaux sociaux, on n'avait pas de tels impacts sur la demande et sur les prix aussi rapides. En préparant la vidéo, on a découvert quelque chose qui peut paraître anecdotique. On parlait de pistaches mais sans parler du bon produit. Parce qu'en réalité, le marché est divisé en deux catégories. Les pistaches à coque, celles de l'apéro, entières donc, et puis le fruit débarrassé de sa coque, ce qu'on appelle les amandes de pistache, utilisées par l'industrie dans les desserts, les confiseries, les glaces ou les autres produits transformés. Ce sont ces amandes de pistache qui sont utilisées pour produire le chocolat de Dubaï par exemple. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que cette catégorie de pistaches qui explose aujourd'hui par ces trends des réseaux sociaux, elle rejoint une tendance qui existait depuis plusieurs années autour de la pistache à coque, appréciée par exemple pour ses qualités nutritives, l'essor des protéines végétales ou sa couleur verte un peu atypique. Pendant longtemps, c'est l'Iran qui est leader incontestable du marché. Assez logique finalement, sachant que le fruit vert est originaire de Perse. Mais cette production va se retrouver au cœur d'une rivalité géopolitique. Dès la révolution iranienne de 1979, des sanctions économiques imposées par les États-Unis affectent les exportations du pays. À ce moment-là, les États-Unis en profitent justement pour planter à leur tour des millions de nouveaux pistachiers. Au fil des sanctions, ils finissent par dépasser la production iranienne en 2008, jusqu'à produire aujourd'hui 65% des pistaches dans le monde, contre 18% pour l'Iran. Plus récemment, depuis février 2026, l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran contraignent encore davantage les exportations iraniennes. Pour mieux comprendre ce qu'implique la hausse massive de la production aux États-Unis, direction la Californie centrale. C'est aujourd'hui l'une des régions qui produit le plus de pistaches au monde. Dans certaines vallées, des rangées de pistachiers s'enchaînent sur des kilomètres et des kilomètres. Alors que les vergers de pistachiers couvraient 400 km² en 2001, ils en couvrent aujourd'hui 2400. Alors il faut être un peu patient car la première récolte arrive qu'au bout de 7 ans, mais qu'on parle des amandes de pistache ou des fruits à coque, chaque année la récolte californienne génère un chiffre d'affaires annuel compris entre environ 1,6 et 2 milliards de dollars. À l'échelle mondiale, le marché est estimé à près de 6 milliards de dollars en 2026 et devra atteindre près de 9,5 milliards de dollars d'ici 2035. Bref, c'est une expansion spectaculaire, mais à quel prix ? La pistache est souvent présentée comme une culture adaptée au changement climatique qui affecte de plus en plus la Californie. Et c'est vrai jusqu'à un certain point. Ce que les industriels, ce qu'ils tendent à mettre en place, c'est des monocultures sur de grandes surfaces. Donc, du point de vue du respect des équilibres écosystémiques, c'est pas forcément des modes de production qui vont dans le bon sens. Ça, c'est aussi par exemple le cas en Espagne, où face aux promesses de rentabilité, des monocultures de pistaches sont aussi quintuplées depuis 2017 et remplacent notamment des oliviers. Mais ce n'est pas tout.
Pour atteindre les rendements industriels nécessaires pour couvrir la demande actuelle, il faut irriguer très massivement. Et les nappes phréatiques californiennes s'épuisent, il y a de plus en plus de problèmes de restriction d'eau. En Californie, il y a 850 producteurs et il y a une très forte dépendance à l'irrigation et doivent forer des puits de plus en plus profonds. On connaît tous les problèmes des incendies aux États-Unis, en Californie notamment. Donc le fait qu'ils accentuent la pression sur l'eau, alors que quand on a une production agricole qui est beaucoup plus diversifiée, avec à la fois des arbres, des céréales, des légumes, éventuellement aussi de l'élevage, ça fait des sols beaucoup plus fertiles et ça fait des sortes de remparts naturels qui évitent aussi les incendies. Cette expansion, par ailleurs, elle ne profite pas forcément aux petits producteurs indépendants. Elle est dominée par un acteur en particulier. C'est l'entreprise américaine The Wonderful Company qui possède aussi la marque d'eau Fiji par exemple. Cette entreprise qui appartient aux milliardaires Stewart et Linda Resnick est devenue le plus grand producteur mondial de pistaches. Côté marketing, ils se sont notamment appuyés sur des égéries célèbres comme Khloé Kardashian ou le footballeur américain Josh Allen. Il n'y a pas que les consommateurs qui font changer le marché grâce à des stratégies marketing ou d'influenceurs. Il y a aussi les gros producteurs qui ont des stratégies marketing qui passent d'ailleurs en partie par les réseaux sociaux et qui peuvent être très efficaces. Mais l'entreprise est régulièrement accusée de mener une guerre de la pistache. Elle capterait une partie des ressources en eau californiennes, alors même que plusieurs habitants en manquent à certains moments de l'année. De son côté, la compagnie met en avant des engagements environnementaux et une innovation pour réduire l'eau utilisée. Et puis il y a des tendances autour d'ingrédients que l'on sait produire en France. Enfin ça, c'est la théorie. Et oui, on va parler du poulet. Et là, on peut en effet se dire, des poulets, ça en sait un élevé en France, avec ce type d'image en tête. Mais en creusant le sujet, on se rend compte que la réalité est bien différente. Le croustille, je ne vous refais pas toute l'histoire, mais c'est du poulet pané croustillant, servi en barquette sur du riz, le tout nappé de sauce avec pas mal de variantes possibles. Depuis plusieurs années, ce plat connaît une croissance fulgurante, avec une multiplication des enseignes à travers la France, là aussi largement relayée par des vidéos virales. Mais ça va pas ou Ils quoi? Ils nous ont tout mis. Début 2026, l'une des enseignes championnes du secteur revendique plus d'1 million de barquettes vendues chaque mois. Croustille poulet, oui, ok, ça je comprends pourquoi il y a la trend. Bah, c'est croustillant, c'est visuel. C'est plein de sauces, en vrai c'est gourmand quand tu le vois en vidéo et tout. Oui. En parallèle, se développe aussi le renouveau du poulet grillé en barquette, également largement porté par les réseaux sociaux. En se plongeant dans les données, on se rend d'abord compte que ces tendances participent à une dynamique plus large. En effet, alors que la consommation de bœuf et de porc sont stables ou en diminution en France, celle de poulet a plus que doublé depuis le milieu des années 2000. Et cette hausse s'accélère ces dernières années. Ça s'explique par plusieurs facteurs, surtout le fait que c'est une viande qui est moins chère que les autres, parce que pour produire 1 kilo de poulet, il faut beaucoup moins de ressources en aliments, en main-d'œuvre que pour les autres viandes. C'est le sujet à moins de critiques en termes d'impact néfaste sur la santé et l'environnement que la viande rouge, par exemple. Et puis en plus, il y a moins d'interdits religieux que le porc. Donc tout ça, ça explique que sa consommation augmente très fortement. Et aussi tout le marketing autour. C'est dingue, mais t'as toujours la même chose qui font des statistiques. Par exemple, tu vas faire une salade César. Ça va marcher. Et ben ça va marcher parce que le poulet, déjà, ça concerne beaucoup de personnes. Du coup, tout ce qui est à base de poulet, j'ai l'impression que déjà ça marche. Poulet frit, ça marche. Tu fais un cordon bleu, ça marche. La popularité du croustille ou du poulet grillé, devenu des marqueurs culturels d'une partie de la Gen Z, est aussi directement liée au prix. Généralement, moins de 10 € la barquette de poulet croustille et moins de 5 € le demi-poulet grillé. En gros, l'équivalent d'un repas complet peut revenir au prix d'un Nobel Latte dont je vous parlais tout à l'heure. Mais derrière le boom du poulet bon marché se cache une importante compétition internationale. On visite alors 2 premiers points de vente de croustilles et on ne trouve pas d'affichage mentionnant l'origine. Bon là, c'est pas forcément spécifique à ce type de plat. Si des lois de 2022 et 2025 rendent obligatoire l'affichage de l'origine de la viande crue de volaille, seulement 10 à 15% de tous les établissements de restauration afficheraient effectivement la provenance, selon l'association de la promotion de la volaille française. Dans l'un d'eux, on nous indique finalement que le poulet est importé de Pologne et de Roumanie, des pays que l'on retrouve chez cette enseigne concurrente sur ce panneau pour le coup bien affiché. Dans d'autres points de vente de poulet grillé ou croustille, d'autres médias racontent aussi avoir eu du mal à obtenir la provenance du poulet. Lorsque des origines sont citées, il s'agit rarement de la France, mais le plus souvent de Belgique, d'Espagne, d'Europe de l'Est ou de la Pologne. Et cette dynamique, on la retrouve dans la consommation française du poulet au global. Les importations augmentent fortement depuis plusieurs années et en 2025, c'est désormais plus d'1 poulet sur 2 qui provient d'un autre pays. J'avoue que j'ai trouvé ça énorme quand j'ai découvert ce chiffre.
Selon la douane française, on importe de plus en plus de poulet d'Espagne, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et surtout de Pologne. Une barquette de poulet avec du riz pour 6-7 euros. Le marché français est incapable de s'aligner sur ces tarifs-là. On est sur des produits d'importation venant en général de très loin, avec des conditions de production qu'on ne peut peut-être même pas imaginer. Certains pays européens comme les Pays-Bas peuvent importer du poulet produit en dehors de l'UE, par exemple depuis l'Ukraine, le Brésil ou la Thaïlande, avant de le revendre à des enseignes françaises. Selon l'interprofession, certains poulets importés répondent à des normes moins poussées sur le bien-être animal, participent davantage à la déforestation et sont davantage traités aux antibiotiques. En Pologne, c'est des élevages qui sont 3 à 4 fois plus grands que les élevages industriels français. Les problèmes environnementaux et de bien-être animal, ils sont encore plus importants dans des pays comme la Pologne, où les normes sont moins strictes. La filière explique qu'en France, un élevage de volailles standard est limité à 2 poulaillers, soit entre 40 000 et 60 000 poulets, alors qu'au Brésil, en Ukraine ou en Thaïlande, ce nombre peut grimper jusqu'à 2 millions. Près de 80% du poulet consommé au restaurant, en sandwicherie ou en fast-food, serait en fait importé. Et ces enseignes, en fait, viennent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça rebat les cartes. Et j'allais même dire, ça peut même perturber en fait, les mastodontes de la restauration rapide classique, que sont les BK, McDo, KFC, qui eux avaient fait en fait cet effort de monter en gamme en essayant de s'approvisionner en France sur du poulet tracé. Une partie de la profession s'inquiète de nouveaux accords de libre-échange avec le Brésil ou la Thaïlande, qui pourraient renforcer cette concurrence. Par ailleurs, une partie des éleveurs et certains syndicats agricoles comme la FNSEA ou la Coordination rurale expliquent que les normes françaises et notamment les limites sur la taille des élevages les empêchent de produire suffisamment pour répondre à la demande de poulet bon marché que symbolisent notamment les croustilles et le poulet grillé, entre autres exemples. Simplifier la construction d'exploitation avec plus de 40 000 poulets était notamment une promesse de la loi du plomb, puis de la loi d'urgence agricole, votée le 19 juillet dernier à l'Assemblée. Mais cette vision n'est pas partagée par certaines associations qui pointent les impacts sur l'environnement et sur le bien-être animal de cette course aux élevages de plus en plus massif ou intensif, y compris en France. C'est un gros débat en France. Est-ce qu'il faut essayer de rattraper les autres pays européens en industrialisant toujours plus ? Ou est-ce qu'il vaut mieux miser plutôt sur des filières de poulets de qualité ? En fait, pour le bien-être des poulets, l'Autorité européenne de sécurité des aliments recommande un accès au plein air dès le 21e jour et des densités inférieures à environ 6 poulets par mètre carré. En France, environ 80% des poulets sont élevés dans des bâtiments fermés avec 22 poulets par mètre carré, soit moins d'une feuille à 4 par poulet. Selon ce rapport de 2019, par rapport à la France, les poulets étaient majoritairement autant, voire légèrement moins concentrés en Allemagne ou aux Pays-Bas, et ils étaient encore moins concentrés en Pologne. Il faut préciser que ces conditions ne concernent pas tous les poulets produits en France. Par exemple, les poulets labellisés bio ou label rouge peuvent généralement vivre 2 fois plus longtemps, disposent de 2 fois plus d'espace et ont un accès à l'extérieur en dehors des périodes d'épidémie. Quand en France on parle d'élevage de poulets sous signe de qualité, on pense à plein air, on pense à des animaux en fait qui ont la chance d'avoir des parcours ombragés et une alimentation contrôlée. Le truc, c'est que tout ça, ça coûte de l'argent. Résultat, le prix de ces poulets label rouge ou bio sont jusqu'à 2 à 3 fois plus élevés. Précisons que selon le média Street Press, l'une des marques de poulet croustilles promet un plan Ethic Food sur 25 ans. L'enseigne étudierait notamment l'ajout de légumes, d'une version végétarienne ou encore des options pour aller vers du circuit court. On peut mentionner que l'impact d'un repas avec du poulet reste plus élevé qu'un repas végétarien avec par exemple des œufs ou qu'un repas uniquement avec des protéines végétales. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que cette compétition internationale, on l'a retrouvée aussi pour Loubet. Le marché aujourd'hui est estimé à 455 millions de dollars, mais que finalement, moins d'1% de cette valeur serait captée aux Philippines. Donc la valeur est captée ailleurs, et principalement au Vietnam et en Chine également. Donc c'est pas forcément équitable, les producteurs philippins familiaux n'en bénéficient pas forcément. Si certaines tendances reposent sur des productions mondiales, d'autres s'approvisionnent dans un endroit en particulier, et là les transformations peuvent être encore plus radicales. En terrasse, à un mariage, en brunch ou en vacances, un cocktail en particulier a réalisé une vraie percée ces dernières années. Et d'autant plus sur les réseaux sociaux. C'est le Spritz. It's literally like 10 times the size of my hand. Give it a taste. You know what, that is actually sexy. Je me souviens que c'était vraiment le côté orange rafraîchissant, summer, italien. C'est vraiment ça qui m'a attiré.
Vraiment très marketing au final. Ce cocktail, comme le Hugo par exemple, ont participé à rendre l'un de leurs ingrédients majeurs célèbre au-delà de ses frontières d'origine, le Prosecco. C'est devenu le vin pétillant le plus vendu au monde. On en vend plus que du champagne. Au départ, c'était pas le fait des réseaux sociaux, c'était surtout un vin effervescent plus abordable que le champagne. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont venus accentuer, accélérer cette diffusion et notamment l'idée effectivement du cocktail et avec vraiment le symbole d'un art de vivre à la méditerranéenne. Et à l'échelle de 20 ans, la production de Prosecco a fait x5. Donc c'est beaucoup. Entre 2019 et 2024, la production passe de 480 millions de bouteilles à près de 660 millions. Et la demande continue d'augmenter avec un record de 670 millions de bouteilles en 2025. En fait, que ce soit le Spritz ou le Prosecco, leur popularité s'est certes diffusée progressivement depuis les années 2000, mais elle atteint des niveaux inédits ces derniers étés. Alors on a voulu savoir comment une telle hausse de demande sur la durée pouvait continuer à être satisfaite chaque année. Pour ça, il faut mettre le cap vers les collines de Trévise, au nord-est de l'Italie. Bienvenue sur les collines de Conegliano et Valdobbiadene, sur le lieu de naissance du Prosecco. Ce paysage est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019. Le Prosecco, à la base, il bénéficie d'une aire d'appellation d'origine contrôlée, ou DOC en Italie, une appellation qui permet de protéger une production qui est réalisée dans une zone géographique bien précise, selon un savoir-faire particulier. On peut par exemple penser au Bordeaux ou au Bourgogne en France. Here we have the tradition, here we have the history, here we have a so deep known about this variety to obtain the best quality. Mais pour répondre à la demande de Prosecco, l'Italie doit élargir petit à petit son aire d'appellation d'une province à 9 provinces aujourd'hui. Des milliers d'hectares supplémentaires sont désormais dédiés aux vignes. Ici aussi, c'est le triomphe de la monoculture. Ça a permis à des zones de bénéficier d'un réel essor économique, mais aussi ça a été une intensification agricole qui est allée de pair avec des conséquences sur l'environnement. Autrefois, les vignes étaient cultivées sur des terrasses, ce qui permettait de mieux retenir la terre. Mais avec le temps, les vignes ont été plantées directement sur les pentes. Le but, faciliter le passage des machines pour récolter plus vite. Il y a donc moins de végétation pour maintenir le sol en place, et les systèmes de drainage accélèrent l'écoulement de l'eau. Donc lors de fortes pluies, la terre peut être complètement emportée, ce qui fragilise progressivement les sols eux-mêmes. Résultat, selon une étude italienne, chaque année, plus de 540 000 tonnes de terre disparaissent dans la région du Prosecco, dont près des 3/4 sont directement liés à la culture de la vigne. Se produire toujours plus se traduit aussi par d'autres atteintes à la biodiversité. Selon la Ligue italienne pour la protection des oiseaux, les populations d'oiseaux agricoles ont chuté d'environ 1/3 en 25 ans. Certaines espèces ont même totalement disparu de ces collines. Car ce n'est pas tout. Chaque année, des milliers de personnes participent à une marche dans les collines du Prosecco. Ce qui les inquiète, l'utilisation de pesticides. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en 2021, dans la région du Prosecco, l'équivalent d'1 mètre cube de pesticides par habitant et par an est utilisé. Dans certaines communes, les vignes entourent les habitations, les écoles, bref, elles font directement partie du quotidien des habitants. Des enquêtes de certains médias italiens ont montré que les pulvérisateurs peuvent projeter ces produits à seulement quelques mètres des foyers, et cette pulvérisation est décrite comme indiscriminée. Des riverains racontent devoir fermer leurs fenêtres ou interdire à leurs enfants de jouer dehors. Parmi les produits qui ont pu être utilisés, on retrouve notamment le chlorpyrifos. Suite à plusieurs études sur les risques associés à ce pesticide, notamment sur le développement neurologique des enfants, il est désormais interdit dans 8 pays européens, dont l'Italie. La grogne est montée, mais finalement c'est le Prosecco, de peur de son image de marque au niveau international soit dégradée, qui a mis en place des réglementations environnementales. Donc du point de vue de la durabilité des modes de production, on est bien mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. D'autres pesticides sont toujours utilisés. Dans la région, des associations réclament des zones tampons de 50 mètres entre les vignes et les écoles ou les foyers. Mais ici aussi, toutes les productions ne se valent pas. Certains producteurs essayent de trouver des alternatives pour réduire les impacts environnementaux et sanitaires. We have some projects that we try to teach that it's important to increase again the organic matter in the soil, because if you have more organic matter in the soil, we can also have some mitigation effect against the climate change. So now we are trying to substitute the nitrogen chemical products with manure, with compost, with other sort of organic matter. Que ce soit pour le Prosecco, mais aussi pour l'Oubé, la pistache ou le poulet crousti, ces tendances qu'on peut adorer découvrir, on s'est demandé s'il y avait d'autres pistes pour réduire leurs impacts. Peut-être aussi utiliser les recettes des réseaux sociaux pour rendre attractif
des aliments et des modes de consommation qui sont meilleurs. Les produits qu'on choisit, pour le coup, on est hyper regardant. Alors, je vais pas te dire qu'on n'utilise pas de tomates en hiver, parce que ça serait faux. Mais on essaye quand même de faire hyper attention, de prendre que des bons produits et des produits circuit court et surtout de qualité. On l'a vu, des labels ou des appellations peuvent aussi encadrer les manières de produire. Il me semble que tout ce qui est en lien avec la labellisation de la qualité des produits, avec la traçabilité, sont des dynamiques à encourager, qui sont de nature à aussi éviter les dérives liées à la surproduction et à un usage intensif de ressources naturelles. Ces modes de production peuvent généralement signifier un prix plus élevé en bout de chaîne pour certains produits. Il pourrait y avoir sans doute de la part des pouvoirs publics un soutien à des modes de restauration plus saines. On ne va pas pouvoir s'en sortir sans être un peu plus sobre dans les modes de consommation, sachant aussi que tous ces produits, que ce soit le chocolat de Dubaï ou le poulet croustillant, ils ont quand même des teneurs, alors soit en sucre, soit en sel et en gras qui sont assez considérables. Donc il vaut mieux que ça reste des aliments de plaisir qu'on s'offre de temps en temps. Plus en termes de collectivité, de politique, donc de chercher à encadrer les changements de manière à ce que ce soit pas que les industriels qui captent la valeur, que les producteurs familiaux puissent être accompagnés là-dedans. Alors j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un grand merci à Inès qui a coécrit cette vidéo et à toutes les personnes de Brut qui ont participé. On vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir et on se retrouve très bientôt.